Il est président du groupe La République En Marche au Sénat, sénateur de la Côte d'Or. Bonjour François Patria. Bonjour. Alors nous sommes ensemble pendant 20 minutes et on va commencer par évoquer le plan de relance du secteur automobile qui a été annoncé hier par le président de la République Emmanuel Macron. 8 milliards d'euros pour sauver la filière, un renforcement du bonus écologique, un investissement dans la voiture électrique. Est-ce qu'il fallait attendre la crise du coronavirus pour investir massivement dans la voiture propre ? Je crois que la crise du coronavirus a permis de montrer, de déterminer les priorités qu'il fallait pour relancer dans notre pays à la fois l'innovation, l'emploi, l'industrie, tous les secteurs à côté, y compris le secteur tertiaire. Et que quand on parle du monde d'après, je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être un des premiers jours du monde d'après qui se traduit par une vision. Le plan automobile, il a 3 visions. D'abord, vendre ce qu'il y a sur le marché disponible aujourd'hui. 2, investir massivement, j'allais dire, dans le véhicule du futur. 1 million de voitures électriques dans 5 ans. Et puis relocaliser au maximum pour retrouver la valeur ajoutée sur l'automobile sur notre territoire. Voilà, ces 3 priorités, avec 8 milliards d'euros aujourd'hui. C'est un chiffre sans précédent qui va permettre aux gens de s'orienter, surtout dans les milieux citadins et autres, vers les véhicules propres de demain, qui répond à une priorité, et dans le même temps, priorité environnementale, et dans le même temps, priorité économique. C'est là qu'on voit bien d'ailleurs que l'environnement rejoint l'économie. Et justement, vous parliez de changement de priorité. Ça veut dire que l'environnement est la nouvelle priorité du gouvernement ? Je crois qu'il y a des priorités. L'environnement fait partie, bien entendu. Tous les responsables politiques et économiques aujourd'hui vous disent que l'environnement, compte tenu du changement climatique, dont on voit bien aujourd'hui, d'ailleurs peut-être qu'il nous aide un tout petit peu en ce moment, puisque je pense que les températures que nous vivons aujourd'hui vont nous aider sans doute à passer l'épidémie du coronavirus. Donc là, c'est un épiphénomène de la situation, mais je crois que l'environnement fait partie des 2 ou 3 priorités. Oui, la santé. Et je crois que le gouvernement, en commençant aujourd'hui avec ce qui a débuté le Ségur. Le Ségur de la santé, ouais. Le Ségur de la santé. Et puis l'automobile marque des priorités sur lesquelles le gouvernement s'engage fortement. Et je suis heureux qu'on parle de ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'entends tellement parler d'épiphénomènes autour de la crise, les épiphénomènes à l'Assemblée nationale, les groupes, les masques, etc. On va en parler après. J'entends tout ça, mais l'essentiel quand même, c'est les décisions, j'allais dire, très fortes, courageuses, qu'on va traiter par l'emprunt, il ne faut pas l'oublier, qu'on va traiter par la dette. On va le faire demain. Ce que demandaient beaucoup depuis longtemps. Vous n'avez qu'à emprunter. On le fait aujourd'hui. On sait que ça aura un coût, mais on sait aussi que ça aura des résultats. Alors, sur l'automobile, il était question hier également du soutien aux constructeurs automobiles. Renault qui va présenter un plan de restructuration de ses usines vendredi. Et Emmanuel Macron l'a dit, le prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros ne sera conditionné qu'au maintien des sites de Douai et Maubeuge dans les Hauts-de-France. Ça veut dire que le gouvernement pourrait accepter la fermeture d'autres sites ? Je crois que le maintien des sites... D'abord, il est immuable de dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de site qui pourrait fermer. Personne ne peut dire ça aujourd'hui. Ce que je crois, c'est que les difficultés que rencontre Renault ne sont pas liées à la crise Covid-19. Ce sont des difficultés qui sont apparues les mois avant, les années avant, et qui montrent qu'il faut, dans la transformation que d'autres constructeurs ont fait par le passé, plus avant, de les faire maintenant. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. La dernière fois où Carlos Ghosn est venu en France, à Maubeuge, c'était avec le président de la République, à Maubeuge, où il présentait le nouveau véhicule, nouvelle fourgonnette qui était électrique, qui était faite et qui crée 400 emplois à Maubeuge. 400 emplois à Maubeuge. Ça avait été accueilli par les applaudissements du personnel, si vous vous souvenez, à l'époque. Donc je pense que le site de Maubeuge en particulier, aujourd'hui, est un site d'avenir. Mais il y a des sites qui, aujourd'hui, qui correspondent peut-être plus à la réalité. Bien entendu, j'entends le message des syndicats, mais par ailleurs, je crois que Renault doit aujourd'hui faire les restructurations nécessaires. Vous savez que l'automobile en France, c'est 900 000 emplois. C'est 900 000 emplois. Ça nécessite donc un plan de restructuration. Donc on ne peut pas sauver tous les sites. On ne peut pas sauver tous les sites, mais on recréera de l'emploi dans les autres sites aussi à côté. Alors il y a un autre secteur en difficulté, le secteur du prêt-à-porter, du textile, avec les enseignes La Halle et Camaïeu qui sont placées en redressement judiciaire. On voit vraiment que la casse sociale est enclenchée dans le pays. Écoutez, si quelqu'un peut vous dire ici qu'à l'issue de ce dramatique épisode que nous venons de vivre dans notre pays, il n'y aurait pas de perte d'emploi, de chômage en plus, tout le monde sait bien aujourd'hui que le nombre de chômeurs à la fin de l'année aura fortement augmenté. Je reviens à ces secteurs. Je vois ces secteurs textiles sont les secteurs d'excellence qui peuvent le tenir. Et quand on sait que le luxe en France est une des premières activités économiques, est une des principales, de celles qui apportent le plus de capitaux et de revenus,
Je pense que l'avenir de ces entreprises n'est pas scellé. Je pense qu'il y aura des reprises dessus. Je pense qu'il y aura... Et il y aura sans doute, comme il y a eu un plan automobile, des mesures textiles. Il faut demander des garanties à ces groupes sur l'emploi pour aider ces groupes? Je crois qu'il faut que chacun s'engage de chaque côté. L'État est prêt à faire des efforts. Les Français sont prêts à faire des efforts. Il faut que dans le même temps, les groupes eux-mêmes les tiennent. On a vu par le passé quelques entreprises qui avaient été aidées par l'État et qui ont disparu. Souvenez-vous Ford, à Bordeaux, qui a disparu depuis. Je ne veux pas que ces exemples-là se reproduisent. Et sur des entreprises qui ont été aidées par l'État pendant cette crise et qui vont licencier à la sortie, est-ce qu'il ne faut pas geler les licenciements? On ne peut pas geler les licenciements. Je crois que on est une économie non administrée. On ne peut pas geler les licenciements. On ne peut pas le faire. On peut pas dire. L'Espagne tente de le faire. L'Espagne dit aujourd'hui on va interdire les licenciements. Ça va être un fiasco total et on le sait bien et on le voit bien aujourd'hui. Parce que si vous gelez les licenciements, les entreprises elles vont fermer. On dit écoutez, voilà, je ne peux pas, je vais le faire. Donc je crois qu'il faut les accompagner, demander des garanties sur l'emploi, sur la pérennité du site, de l'investissement d'emploi. Geler les licenciements, je ne le crois pas. Alors, on ne peut pas, selon vous, geler les licenciements. En tout cas, l'État peut financer le chômage partiel dans les entreprises. Il l'a fait pendant les 2 mois de confinement. Mais à partir du mois de juin, le gouvernement demande aux entreprises de financer à 15% ce chômage partiel. Il faut se retirer progressivement de ce dispositif? Je crois que la France est le pays qui, dans le domaine du chômage partiel, a fait le plus. En volume global déjà, 12 millions de salariés. En volume financier aussi. Vous savez que le plafond pour le chômage partiel est au-dessus de 5 000 euros. Dans tous les autres pays d'Europe, c'est autour de 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, pas au-dessus. On l'a fait. On l'a fait parce qu'il fallait le faire à un moment donné. Aujourd'hui, on sent que nous sommes en fin de crise, en sortie de crise. On entre dans une crise économique. Non, mais dans cette crise sanitaire. Il est donc, et moi je le dis depuis plusieurs semaines, il faut penser aujourd'hui à se retrousser les manches. Il faut penser à repartir au travail. Je crois que toute frilosité aujourd'hui, toute appréhension, j'entends bien les peurs qu'il peut y avoir, mais quand je vois comme les gens circulent aujourd'hui, comme ils réclament le déconfinement général, pour les parcs et jardins, pour les plages, pour les forêts, pour les vacances, il faut dans le même temps, chacun puisse retourner au travail et que les entreprises ne soient pas frileuses non plus et qu'elles reprennent. Donc, je pense que c'est une mesure incitative à dire attention. On a été très généreux, on l'a fait. Maintenant, il faut vraiment que le maximum de gens retournent au travail. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le Ségur de la santé, cette concertation pour améliorer les conditions de travail de nos soignants. Le gouvernement l'a dit, il y aura des hausses de rémunération pour le personnel soignant. Mais pourtant, cela fait plus d'1 an que les personnels manifestent dans la rue, sont en grève pour améliorer leurs conditions de travail. Pourquoi ne pas les avoir attendus plus tôt ? C'est ça aussi peut-être le monde d'après aujourd'hui. Le fait que la crise ait révélé d'abord la capacité extraordinaire du personnel hospitalier, du monde médical dans notre pays. Le dévouement dont il fait preuve, la présence qui a été la sienne, elle est reconnue maintenant par la nation, j'allais dire plus globalement, elle saute plus aux yeux qu'hier. Donc quand le gouvernement dit la santé, effectivement, parce que ces crises peuvent être des crises à répétition, personne n'y avait trop pensé avant. Je vous rappelle quand même que combien de gouvernements avant ce gouvernement avaient mis autant d'argent à l'hôpital avant la crise? Le plan de Mme Buzyn, 1 milliard déjà à l'hôpital avant. Personne ne l'avait fait avant. Déjà avant la crise, le gouvernement s'était engagé, donc, avec le plan hôpital, d'avoir fait, à mettre des moyens supplémentaires, certes insuffisants aux yeux du monde médical. Donc je crois que là encore, quand on dit demain, le monde d'après ne sera pas le monde d'avant, j'espère, je le souhaite, bien entendu. On a parlé de l'automobile. La santé, c'est la priorité des Français. J'ai toujours dit la santé et l'emploi. Santé, emploi, logement sont les 3 priorités des Français. Mais la santé faisant la priorité aujourd'hui, on voit bien qu'il faut se mettre à niveau et faire en sorte que ce monde médical extraordinaire que nous avons dans notre pays ait les moyens de pouvoir exercer. Alors, on va parler de la crise sanitaire et de la lutte contre l'épidémie, puisqu'il y a ce soir un débat au Sénat sur l'application Stop Covid, cette application de traçage numérique des citoyens sur la base du volontariat. Concrètement, cette application va les informer si jamais ils croisent des personnes qui ont été testées positives au Covid-19. Est-ce que cette application fait entrer le pays dans l'ère de la surveillance généralisée ? Non, absolument pas. D'ailleurs, vous avez vu avant-hier l'avis de la CNIL, la Commission nationale des libertés. Un avis positif. A donné un avis très positif, en disant ce dispositif, il est fait pour aider à finir la pandémie dans notre pays. Il est fait demain pour mieux circonscrire les clusters, pour réagir plus vite. Et on a vu que plus on réagit vite avec les différents foyers qui sont apparus dans l'ouest de la France et dans le sud-ouest,
tout s'est bien passé très vite, on a pu dans les abattoirs et ailleurs. Maintenant, on peut faire beaucoup mieux et surtout rassurer les gens qui vont prendre les transports en commun et autres demain, en ce sens qu'ils pourront être... Alors, un, c'est un dispositif qui repose sur le volontariat. Deux, il est parfaitement anonyme. En troisième lieu, il est limité dans la durée et dans le temps par ailleurs. Et comme il est protégé par ailleurs, il respecte parfaitement, j'allais dire, la liberté de chacun. J'entends les cris d'orfraie de ceux qui disent que c'est une remise en cause des libertés, absolument pas. Et en plus, le moyen Bluetooth, c'est préférable au moyen qui a été pris pour les GAFA, parce que ça a été prouvé que c'était plus sûr et plus anonyme et plus sécurisé. Donc voilà. Et ce soir, je peux vous le dire que je participe bien entendu à ce débat et le groupe La République En Marche, globalement, totalement votera pour le Stop Covid. Débat ce soir au Sénat sur l'application Stop Covid et débat hier et aujourd'hui sur de nouvelles mesures liées à la crise sanitaire, des mesures diverses qui concernent la justice, le recours au CDD, également les prix dans les supermarchés, mais plus sur la forme de ce projet de loi avec ces nouvelles mesures. Eh bien, la majorité du Sénat dénonce le recours trop important aux ordonnances, c'est-à-dire ces textes qui permettent au gouvernement de rédiger la loi à la place du Parlement. Est-ce que le Parlement est malmené dans cette crise sanitaire ? Je crois que le Parlement, d'abord, n'a jamais été malmené. J'entends bien que même quand il est interrogé, parfois, il ne veut pas se prononcer. Donc le Parlement est parfaitement respecté. Ce texte de loi, j'entends certains opposants dire que c'est un texte fourre-tout. Après qu'ils aient demandé à ce qu'il y ait moins d'imprévus, que tout soit dans la loi. Le Conseil d'État donc, a donné son accord. Donc maintenant, on a mis le détail dans la loi. Donc c'est vrai que ça apparaît très hétéroclite. Mais il faut comprendre que si on n'avait pas pris un texte de cette façon-là, il aurait fallu faire 16 textes. Comment, dans l'urgence, parce qu'il faut répondre à des problèmes de passeport, à des problèmes des Français de l'étranger, à des problèmes d'intégration, il y a des tas de problèmes sanitaires, économiques, réglementaires, sécuritaires à côté. À côté, on a essayé de... Il faut faire face à l'urgence, être le plus réactif possible pour rendre service aux citoyens. Alors vous parliez de certains opposants. Le président du Sénat, Gérard Larcher lui-même, dénonce ce recours trop important aux ordonnances par le gouvernement. Oui, j'entends bien. Ceux qui par le passé ont utilisé les ordonnances, pas Gérard Larcher en l'occurrence, mais les gouvernements, aujourd'hui, le reproche. Vous savez, il y a eu beaucoup de... je dois vous rappeler que quand on parle toujours du Conseil national de la résistance et de la fin de la guerre, de 40 à 45, toutes les décisions ont été prises par ordonnance à l'époque. C'est un autre temps, c'est une autre époque. Mais là, les ordonnances, elles sont parfaitement maîtrisées. Après, d'abord, elles sont validées ici par les assemblées. Et ensuite, elles sont toutes pour une durée déterminée. Alors, en tout cas, sur le contrôle du gouvernement, eh bien, le Parlement va faire valoir sa mission avec des commissions d'enquête sur la gestion de cette crise sanitaire, notamment par le gouvernement. La commission d'enquête du Sénat devrait commencer fin juin, début juillet. Est-ce que vous avez des craintes concernant cette commission d'enquête? Est-ce que c'était le bon moment pour enquêter? Il faudra bien entendu expertiser la façon dont a été gérée la crise. Le Parlement est là pour contrôler le gouvernement. Il est dans ce rôle quand il le fait. Et la Constitution dit que la commission d'enquête est un outil de contrôle du Parlement. Il reste, il ne faut pas que ce soit une arme politique. Elle est dénaturée quand elle devient une arme politique. Et quand j'entends ici dans les couloirs les gens se passionner plus pour la commission d'enquête et pour mettre à mal le gouvernement plutôt que de s'occuper des sujets comme ceux que nous trouvons aujourd'hui, qui ne font pas la une ici, qui sont d'intérêt secondaire par rapport à ce que pourra apporter en termes de visibilité, de lumière au Sénat, le début d'une commission d'enquête. Vous avez compris que la commission d'enquête, elle va tomber en même temps que les élections municipales, le deuxième tour. Elle arrive peut-être après. Bon, très bien, oui. Bon, on voit bien qu'elle est préparée, qu'elle est préparée avant, et que la majorité du Sénat entend bien non seulement faire valoir ses droits, mais j'ai même entendu certains responsables, et non des moindres, dire « vous devrez rendre compte ». Ils ont presque dit rendre gorge d'ailleurs, mais prendre compte. Et que certains rêvent aujourd'hui de pouvoir mettre à mal le gouvernement. Je pense, je dis franchement, la commission d'enquête, elle devrait avoir lieu. Mais qu'à l'heure où on termine, enfin, on va vers la fin, j'espère, de l'épidémie, où on doit concentrer tous nos efforts sur la reprise économique, est-il aussi important aujourd'hui de mettre en place la commission d'enquête? Est-ce que ça ne pouvait pas attendre l'automne pour qu'on se concentre tous sur la reprise et sur la réussite de notre pays? J'ai le sentiment qu'il y a parfois, disons-le, des petites arrière-pensées politiques, je le comprends bien. Et alors justement, vous parliez de l'ampleur médiatique de certaines polémiques sur la gestion des stocks de masques, le port du masque également, les pénuries de tests. Est-ce que vous ne craignez pas que cette commission d'enquête devienne une nouvelle affaire Benalla qui bloque l'action du gouvernement? Non, d'ailleurs, ça n'a pas bloqué. L'affaire Benalla n'a pas bloqué l'action du gouvernement.
Le gouvernement a travaillé. Je pense que les réformes que nous avons votées depuis 3 ans... Ça a stoppé la réforme des institutions. Et qui ont porté leurs fruits, cela n'était pas la priorité pour les Français. Je pense qu'il y a dans les institutions, effectivement, des réformes à faire, y compris dans le fonctionnement du Parlement. Mais je pense que ce ne sera pas de nature. Ça créera autour un climat qui n'est pas un climat d'union nationale, c'est le moins qu'on puisse dire, alors qu'on en a besoin, d'autres pays savent le faire, pour remonter les crises d'aujourd'hui. Nous sommes toujours dans les guerres picrocolines gauloises, comme on dit. Voilà. D'accord, les guerres gauloises. Voilà. Alors François Patriat, on va maintenant parler de votre parti, La République En Marche, de la majorité présidentielle. On va aller faire un tour du côté de l'Assemblée nationale, puisqu'hier on a appris la création d'un 10e groupe politique. Avec, donc dans ce 10e groupe politique, des anciens députés de La République En Marche, députés frondeurs. On va voir à quoi va ressembler l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec des groupes politiques satellites. Donc on voit la gauche de l'hémicycle, on voit le 9e groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, La République En Marche qui perd sa majorité absolue, et puis tous ces groupes satellites qui viennent de se créer, notamment le 10e groupe Agir Ensemble. Voilà, il y a plein de groupes satellites autour de La République En Marche. Est-ce que la crise du coronavirus a fait voler en éclats l'unité de la majorité présidentielle ? Dans sa structuration, sans doute qu'aujourd'hui, il y a une balkanisation qui n'est pas, à mon avis, un bon choix ni au bon moment. Je pense que ce n'est pas parce qu'on a envie d'exister, parce qu'on considère qu'on n'est pas toujours écouté, parce qu'on voudrait être sur le devant de la scène, parce qu'on a envie d'apparaître, parce qu'on a envie de s'exprimer. Ce n'est pas dans la différenciation qu'on peut le faire. Vous avez dit à l'instant frondeurs. Non. Frondeurs sont des gens qui votent contre le gouvernement. Je vous rappelle que les frondeurs du parti auquel j'ai appartenu par le passé ont voté la censure. Là, le groupe qui se crée demain, que je vois Agir Ensemble, est un groupe qui se dit « je suis dans la majorité ». Je ne suis pas à côté ou dedans. Je suis dans la majorité. Et que les groupes, on voit le MoDem toujours très fidèle à la majorité, Agir Ensemble soutient la majorité, Liberté et Territoire soutient plutôt, j'ai des parlementaires, sénateurs de mon groupe qui appartiennent à Liberté et Territoire tout en étant ici chez nous. Donc on ne peut pas dire que la majorité s'est pas rétrécie. La majorité s'est même un petit peu élargie. Mais elle s'est un peu éclatée. Mais je crois aujourd'hui que cette balkanisation n'est pas souhaitable, c'est pas un bon message. Là, je vous parlais à l'instant d'unité nationale, mais j'aimerais bien aujourd'hui qu'on ait cette unité à l'intérieur de ceux qui soutiennent le gouvernement. Ça m'inquiète un peu sur le plan, parce que moi je suis entré en Macronie, si on peut dire, puisqu'on me le reproche parfois, mais je le revendique et j'en suis très fier, par ailleurs, parce que justement, on voulait dépasser les clivages pour surmonter les crises. Je rappelle que vous venez du Parti Socialiste. Je viens du Parti Socialiste, pardonnez. Très bien. Et donc, j'ai surmonté les crises. Et je vois que ceux qui aujourd'hui pensent qu'il faudrait qu'on soit plus à gauche ou plus à droite, c'est la négation, ils sont à contre-temps, ces gens. Parce que avec Emmanuel Macron, c'est ni de gauche, et de droite, ni de gauche, ni de droite, et les deux. D'ailleurs, écoutez, les mesures qui sont prises en ce moment, pour l'emploi, pour l'automobile, pour l'hôpital, qui sont faites aujourd'hui, sont des mesures essentiellement de gauche. Et j'entends bien ce que dit aujourd'hui Bruno Le Maire, il me paraît être quelqu'un de très allez, on va dire, constructif en matière de valeurs de gauche aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut dépasser ce clivage, et ceux qui veulent balkaniser le mouvement à travers des courants ou des tendances sont en train de recréer fictivement, j'allais dire, le clivage gauche-droite et font le jeu de nos adversaires politiques. Alors, dans ce contexte de balkanisation de La République En Marche, il y a un ministre qui passe à l'offensive, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Il a assuré dimanche que le président de la République l'avait autorisé à cumuler sa fonction de maire de Tourcoing et de ministre. Mais hier, à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe a remis les pendules à l'heure. Écoutez-le. Ce qui veut dire qu'il appartiendra à ceux qui sont candidats, le moment venu, monsieur le député, le moment venu, et s'ils sont élus, de déterminer si oui ou non ils veulent rester membres du gouvernement ou s'ils choisissent ou non d'exercer des fonctions à la tête de l'exécutif auquel ils auraient été élus. Je n'ajoute ni ne retranche rien de ce que j'ai dit le 4 septembre 2019. Il n'y aura donc pas de dérogation pour Gérald Darmanin. Il ne pourra pas cumuler la fonction de ministre et de maire. Je crois que Gérald Darmanin, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et qui, je trouve, est un ministre très efficace, très performant. C'est une des valeurs montantes du gouvernement aujourd'hui. Il vient de réussir très brillamment son élection au premier tour dans sa ville, qu'il avait conquise par le passé, confirmation d'un mandat. Il a aujourd'hui la confiance de ses électeurs.
il entend bien exister. Et après tout, quand on est un jeune ministre brillant, on a envie d'exister. On a sans doute envie aussi de monter, je pense comme tel. Et donc, il fait valoir non pas ses droits, mais au contraire ses intentions, sa volonté par ailleurs. Je ne pense pas que le cumul des mandats ira au-delà de quelques semaines après le deuxième tour des présidentielles. Selon vous, Gérald Darmanin ferait un bon Premier ministre ? Écoutez, je trouve que le Premier ministre est un bon Premier ministre. J'ai rarement vu un couple Élysée-Matignon, malgré ce que j'entends, malgré ce que je lis, fonctionner aussi bien qu'il fonctionne aujourd'hui. J'en suis souvent le témoin. Je vois qu'il y a une grande complémentarité, il y a une souplesse de part et d'autre, il y a une forme d'élégance politique assez rare, que je souligne. Et je trouve que, je ne sais pas demain ce que fera le Premier ministre ou le Président de la République, je ne sais pas quels seront leurs choix. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu la popularité du Premier ministre, qu'il n'est pas remis en cause par l'opinion à côté. Donc il faut garder Édouard Philippe, selon vous ? Je pense qu'Édouard Philippe, aujourd'hui, est un excellent Premier ministre qui mérite parfaitement de rester à son poste. Une dernière question, François Patriat, sur les municipales, notamment sur le second tour à Paris, puisqu'Agnès Buzyn a annoncé qu'elle serait bien candidate au second tour à Paris, alors qu'elle avait dénoncé, je cite, la mascarade de l'organisation du premier tour par le gouvernement. C'est la bonne candidate ? Je crois qu'il y a eu des propos de la candidate elle-même, d'Agnès Buzyn, qu'elle a par ailleurs un peu regretté, sur lesquels elle a dit qu'elle allait s'exprimer. Elle va s'exprimer, elle va mettre les choses au point. Je crois qu'Agnès Buzyn est une candidate de qualité, une grande dame, qui a beaucoup de compétences et de qualité pour être candidate. Je ne vois pas pourquoi on aurait changé de candidat au cours de cette campagne dans les conditions où on le fait. Je crois que c'est la raison et la passion qui l'ont emporté. Je crois que la raison de dire « j'ai conduit une équipe, je vais jusqu'au bout et j'espère bien pouvoir faire un meilleur score possible ». Et puis la passion, parce que je crois qu'Agnès Buzyn a aussi la passion politique. Et vous savez qu'elle est retournée à l'hôpital pendant la crise. Elle a montré qu'elle pouvait faire preuve d'abnégation, d'humilité, en même temps qu'elle était ambitieuse pour son territoire et sa ville. Et je lui apporte tout à fait mon soutien total. Et on verra si elle arrive à renverser la vapeur au second tour des élections municipales à Paris. Merci beaucoup François Patriat d'avoir été l'invité politique de Bonjour chez vous.